Bienvenue dans Smart Digital. Vous savez, c'est notre rendez-vous sur la transformation numérique, le présent-futur de cette transformation. Et le sujet de cet épisode, ça va être de réfléchir ensemble pour une intelligence artificielle éthique et responsable dans le secteur bancaire avec cette question qu'on se posera. Que faut-il absolument mettre en œuvre? Un débat de 28 minutes que l'on clorera avec un résumé express. 2 minutes pour retenir les indispensables. Ce sera notre séquence Key Points. Mes invités aujourd'hui sont 3 experts affûtés évidemment sur cette thématique. Clémence Panet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des data au sein de la direction épargne et assurance de la Banque Postale. À côté de vous, Pierre Jarijon. Bonjour Pierre. Bonjour. Responsable de l'accélération IA de la Banque publique d'investissement, autrement dit BPI France. Et Emmanuel Payan à côté de moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Directrice du cabinet de conseil en stratégie et transformation Inetum Consulting. Voilà, bonjour à tous. Smart Digital, banque et IA responsable, c'est tout de suite. Alors j'aimerais qu'on commence par un état des lieux ensemble pour savoir un peu où on en est aujourd'hui de cette adoption de l'intelligence artificielle, en particulier dans la banque. J'ai vu que les banques avaient investi plus de 150 milliards d'euros dans l'IA en 2024. Ce sont des chiffres IDC. Ça représente 13% des investissements en matière d'IA à l'échelle du globe. Donc c'est assez conséquent pour être remarqué. Clémence, ça fait des années évidemment que le secteur bancaire manipule de la data, utilise ces outils du numérique, mais j'imagine qu'il y a clairement une accélération quand même avec l'avènement des IA génératives. Qu'est-ce que vous développez concrètement avec ces IA? Est-ce que vous pouvez nous partager des cas pratiques d'utilisation de l'IA générative? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que vous avez raison. Les banques, ce sont des collecteurs, j'ai envie de dire, historiques de données. Donc ça fait des années que dans le secteur de banque et d'assurance, on manipule de la data à grande échelle. D'abord parce qu'on avait une obligation réglementaire de bien connaître nos clients. Donc on a stocké beaucoup d'informations pour connaître nos clients et bien les conseiller. Et donc du coup, dans les banques et assurances, cette habitude de manipuler de la data pour servir des enjeux marketing et d'expérience client est assez prégnant. Donc en plus des enjeux réglementaires, il y a vraiment des enjeux marketing et de business. Et vous avez raison, aux méthodes, j'ai envie de dire, un peu traditionnelles d'IA qui consistaient, par exemple, à développer des scores d'appétence, c'est-à-dire identifier pour ce client quel est le meilleur produit que je vais lui pousser parce qu'il a une forte probabilité de souscription. Se sont développés de nouveaux types d'IA que l'on appelle IA générative et qui vont permettre d'aller plus loin sur l'expérience client. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change, le fait d'avoir ces IA génératives pour vous dans vos métiers? Pas que les IA génératives, mais même les IA qui permettent aujourd'hui de travailler des données de type image, texte, son. Ça, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et donc, on était, entre guillemets, cantonné à travailler de la donnée dite structurée qu'on peut mettre dans un tableau. Là, avec l'explosion de ces IA et de ces IA génératives, on peut analyser la voix, le texte, les images. Développer donc, par exemple, à la Banque Postale, on a développé un callbot que l'on a personnifié qui s'appelle Lucie, qui permet de capter en fait les motifs d'appel des clients et d'essayer de leur faire une réponse qui soit la plus, j'ai envie de dire, la plus qui ressemble le plus à celle qu'un humain, qu'un conseiller pourrait lui faire. Donc vraiment, on a des développements sur la partie voix et images. Et la nouveauté des IA génératives, c'est qu'en plus, elles créent du contenu, elles peuvent créer des vidéos, des textes. Donc, par exemple, on utilise aussi ce type d'IA et ces tests pour pouvoir faire des réponses aux mails de nos clients. Donc tout ça, ce sont des prototypes à l'heure actuelle. Pour l'instant, sur l'IA générative, oui. On est en phase de test. On avance aussi avec beaucoup de pragmatisme et de sécurité, notamment pour les enjeux éthiques. On peut pas tout développer tout de suite. On va y venir. Je voulais continuer ce petit tour d'horizon, pour quand même qu'on comprenne un peu le contexte. Pierre, vous, quelle est votre approche en matière d'utilisation de l'IA? Alors, je vais rejoindre ma confrère. Il est difficile de parler d'une IA, mais plutôt des IA, avec les plus anciennes, ce qu'on a appelé les systèmes experts, les IA discriminantes ou prédictives avec le machine learning qui a déjà maintenant un petit peu d'âge et de bouteille, et ces fameuses IA génératives avec ChatGPT de Noël d'il y a 2 ans, qui a vraiment bousculé et qui rebat les cartes.
Donc, sur les IA que j'appelle plus classiques, c'est des choses qu'on sait faire. On est des sociétés d'information, les banques. Donc, on a l'habitude, depuis de nombreuses années, d'encadrer et de faire ça de façon extrêmement sécurisée et responsable. Sur les IA génératives, on est également extrêmement prudent. On a décidé d'avoir une approche de sécurisation par cas d'usage. C'est-à-dire définir en 2023, maintenant 2024 c'est un peu mieux, l'IA Act est arrivé, mais définir en 2023 c'est quoi le cadre absolu de sécurisation d'une banque dans son utilisation de l'intelligence artificielle générative, c'était mission impossible. Donc on s'est dit, on va être modeste, on va se lancer sur des cas d'usage où on pense qu'il y a de la valeur, et on va définir c'est quoi le cadre qui permet de sécuriser cet usage. Donc petit à petit, on est maintenant à une cinquantaine d'expérimentations qu'on a réalisées, qui nous permet en fait de commencer à avoir notre petit Lego de la sécurisation, à la fois process, technique et réglementaire, qui fait que maintenant on est de plus en plus à l'aise pour aller vers de l'industrialisation, du passage à l'échelle, mais on est encore prudent, on est sur des phases plutôt pilotes, avec, c'est la vraie vie, mais avec un nombre d'utilisateurs encore limité pour s'assurer qu'on ne met pas en risque les données de nos clients, nos collaborateurs et l'entreprise même d'un point de vue obligation réglementaire. Parce que vous avez prononcé le mot valeur en disant on va réfléchir au cas d'usage où l'IA peut apporter de la valeur. Quels sont les apports de l'IA aujourd'hui dans le secteur bancaire ? Alors, sur l'IA générative, nous, on a une mini-matrice où on a identifié 4 leviers de valeur. Le plus évident et le plus consensuel, j'ai envie de dire, c'est celui des gains opérationnels. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'un gain opérationnel ? Ça, ce n'est pas un sujet d'IA, je pense que c'est un sujet de management, un sujet d'entreprise. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet de montée en qualité. Les IA génératives font des erreurs, il ne faut pas le nier, mais aussi, la plupart du temps, par exemple pour des gens qui, comme moi, ont une orthographe pas forcément parfaite, peuvent également apporter une surqualité qui est intéressante, et pas que sur l'orthographe. Il y a un troisième sujet qui, je pense, fait consensus, mais qu'on n'a pas encore bien prouvé, c'est la réduction des tâches chronophages et avec faible valeur ajoutée pour les collaborateurs. Et le quatrième que moi je trouve le plus intéressant, c'est ce que j'appelle l'accélération de l'idéation. C'est-à-dire, ça devient un sparring partner de sa réflexion et ça permet à n'importe quel collaborateur d'aller plus vite à là où il veut aller intellectuellement. Donc ça, pour nous, c'est les 4 enjeux. Et aujourd'hui, ceux qui sont le plus faciles à mesurer, c'est ceux de qualité et de gain opérationnel. Alors Emmanuel, j'aimerais voir avec vous, si on prend une vue encore un petit peu plus haute, quel est le panorama général de l'utilisation de l'IA aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous percevez aujourd'hui comme intérêt en fait dans la transformation digitale des entreprises ? Que va apporter l'IA ? Où est-ce qu'elle se situe en fait dans la chaîne de valeur ? Alors, comme l'ont dit nos deux participants, effectivement, l'IA peut être dans tous les éléments de la chaîne de la valeur de l'entreprise et notamment et aussi des banques, depuis les fonctions d'avant-vente jusqu'aux éléments de service après-vente, de maîtrise de risque, de gestion des opérations. Chez Inetum, nous considérons qu'il y a vraiment 4 grands domaines dans lesquels l'IA et l'IA générative apportent le plus de valeur. Que ce soit de la valeur au sens du service client, et ou au sens de l'efficacité opérationnelle. Donc ces 4 grands domaines, quels sont-ils ? Le premier domaine, c'est vraiment le domaine de tout ce qui est lié aux opérations clients. On peut penser à tout ce qui se passe dans les centres d'appel, avec l'utilisation des callbots ou des chatbots qui permettent de faire jusqu'à 30 à 40% d'efficacité. Donc, c'est quand même des enjeux d'efficacité qui sont considérables. Donc, le premier sujet, vraiment, toute la gestion des opérations et de l'interrelation avec le client. Le deuxième sujet, c'est tout le sujet du domaine des marketing qui est profondément transformé, notamment avec l'IA générative, puisqu'on peut, par exemple, générer des campagnes marketing, alors qui ne sont pas parfaites aujourd'hui, ou des vidéos qui ne sont pas complètement parfaites, mais qui sont quand même déjà très impressionnantes. Et je peux par exemple donner l'exemple d'une plateforme de trading qui cet été a fait une grosse campagne de communication sur YouTube en utilisant des vidéos qui sont issues de l'IA générative. Troisième domaine, c'est tout le domaine qui est lié à la gestion de la connaissance. Et ça, c'est très important dans le secteur bancaire, parce que c'est un secteur dans lequel il y a, comme dans beaucoup d'endroits, beaucoup de normes, beaucoup de documentation client. Et donc, on travaille, par exemple, nous, avec certains de nos clients qui réfléchissent à mettre en œuvre des conseillers augmentés.
C'est-à-dire que le conseiller pourra utiliser une IA générative pour aller chercher beaucoup plus rapidement beaucoup d'informations, par exemple, sur les garanties qui sont prévues par un contrat. Et puis le dernier sujet, qui est un sujet qui touche toute l'économie numérique et qui est un sujet extrêmement prometteur en matière de gain d'efficacité, c'est le sujet du développement logiciel, puisque l'IA, et notamment l'IA générative, permet de faire des gains d'efficacité extrêmement significatifs, notamment sur la génération de code informatique, mais aussi sur toutes les phases de test. On a, nous, mesuré que sur certains volumes d'activité ou sur certains bouts du processus de développement, on peut gagner jusqu'à 10 à 15%. Alors, je voulais qu'on arrive à notre sujet, qui est notre sujet de l'IA responsable. Qu'est-ce qu'on appelle, comment on définit en fait une IA responsable, Emmanuel ? Alors, c'est une question qui n'a pas, de mon point de vue, de réponse universelle, et je peux vous le dire, puisque chez Inetum, nous sommes présents dans 19 pays, donc des pays européens, mais des pays hors Union européenne, et donc il y a finalement autant de définitions d'une IA responsable que de cadres réglementaires, mais aussi de situations, je dirais, sociales, politiques, culturelles. Et pourtant, on a quand même besoin aujourd'hui d'avoir un cadre pour des IA éthiques. Absolument. D'accord. Absolument. Donc, je ne conteste pas ça, mais voilà. Donc, ce que l'on définit, nous, comme étant une IA responsable, c'est une IA qui va quand même garder l'humain dans son processus de conception, premièrement, et qui se posera toujours la question de quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'IA dans ce processus. Et en général, on travaille autour de 4 grands principes de ce que c'est qu'une IA responsable. D'une part, c'est une IA qui est sûre, au sens de la sécurité. On peut imaginer que si certaines décisions sont préparées par une IA, on n'a pas envie d'avoir un hacker qui va venir prendre possession de cette IA pour proposer des décisions qui ne soient pas les bonnes. On cherche à avoir une IA qui ne va pas augmenter les biais qui existent déjà dans les données d'entraînement. On cherche à avoir une IA qui va être explicable. Et par exemple, dans le secteur bancaire, certaines réglementations demandent que la proposition qui va être faite par l'IA puisse être expliquée par un humain. Et puis, dernier sujet, qui est un sujet plus compliqué, mais qui est quand même un sujet de préoccupation, c'est une IA qui soit responsable dans l'utilisation de nos externalités environnementales. Et je pense évidemment à l'énergie et à la sobriété, voilà. En fait, hein. Ok. Et Pierre, comment est-ce que vous abordez cette question du développement de l'IA responsable chez BPI France? Ce qui est intéressant, c'est qu'on souhaite être la banque qui va accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leur transformation digitale et donc celle de l'intelligence artificielle. Mais on est également la banque qui doit accompagner les entreprises dans leur transition environnementale et énergétique. Donc on doit trouver le bon équilibre et c'est tout l'enjeu. Et pour ça, le mieux, c'est, pour moi, l'éthique, c'est prendre une décision cohérente avec ses connaissances. Et donc plus on a de connaissances, plus on peut tenir compte des aspects sociaux, économiques, environnementaux dans sa décision d'utiliser de l'IA ou de ne pas utiliser de l'IA. D'ailleurs, l'IA responsable, des fois, c'est de ne pas utiliser l'IA pour certaines choses. Et donc, nous, comment on fait ? On a une approche holistique, c'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas un sujet qui appartient à un domaine de l'entreprise ou à un autre. Ils ont tous leur mot à dire et ils ont tous raison. Mais en fait, l'idée, c'est de trouver ensuite ce chemin entre réglementation, enjeux environnementaux, possibilités technologiques, priorités business. Et voilà, donc on a, pour faire simple, on a un comité de pilotage IA où toutes ces composantes sont représentées et où on traite ces sujets. Et avec une représentation sur l'éthique, la responsabilité dans ce comité. Bien sûr, puisque alors... je ne sais pas si c'est spécifique aux banques, mais on a une direction de la conformité et du contrôle permanent qui intègre les enjeux d'éthique. D'accord. Voilà. Donc, ils sont présents autour de la table. Ils sont même bien présents. On va voir si c'est commun à tous les établissements oui, alors bancaires. c'est commun à tous les établissements bancaires, absolument. Comment ça se passe à la Banque Postale sur cette question précisément de l'utilisation et du développement de l'IA dans un cadre responsable? Alors, c'est vrai que je rejoins Emmanuel sur qu'est-ce qu'une IA de confiance. D'abord, une IA, si je donne une définition hyper simple, c'est en fait quelque part, ce sont un ensemble de techniques statistiques informatiques qui vont analyser un très grand nombre de données pour au final imiter, et je dis bien imiter parce que
imiter le raisonnement humain, parce qu'en réalité, le raisonnement humain est extrêmement complexe. Donc, imiter le raisonnement humain pour aider ce même humain à prendre une décision, à faire quelque chose. Je prends un rapide exemple. Quand un client vient nous voir pour qu'on lui octroie un crédit, eh bien, il y a un algorithme qui permet sur la base des données de ce client, de calculer une probabilité que ce client soit un bon payeur ou pas. Et en fonction de cela, la machine va donner une orientation sur on a plutôt intérêt à lui prêter de l'argent ou non. Mais la décision finale revient à l'humain. Donc l'algorithme, c'est vraiment une aide à la décision humaine. Et quand on parle d'IA responsable, eh bien c'est une IA dont on va savoir quelles sont les données en fait, qui ont permis de fonder cette décision. L'algorithme sous-jacent derrière, quel est-il? C'est quoi le modèle? Est-ce qu'en effet, il est robuste? C'est-à-dire, pour le même client qui a les mêmes caractéristiques, est-ce que je donne la même réponse? Ça, c'est aussi important d'être équitable dans le traitement. Et c'est aussi une IA responsable, c'est une IA dont la finalité est légitime et juste. Que les banques se posent la question de est-ce que j'étudie la solvabilité de mon client avant de lui prêter, c'est a priori un usage qui est légitime. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de à quoi répond mon système d'intelligence artificielle. La finalité. La finalité est extrêmement importante, parce que l'IA en tant que telle n'est pas mauvaise, c'est un outil comme un autre. Si je prends un outil, un couteau de cuisine, je fais la cuisine avec, c'est très bien. Si je décide de m'en servir pour commettre un délit, ça va pas. Et donc l'outil en tant que tel peut être dangereux. Ça dépend vraiment de son usage. Et à la Poste comme à la Banque Postale, ces enjeux en fait autour de l'utilisation de la data, ça fait, je dirais même avant le règlement général de protection des données personnelles, que l'entreprise s'en est saisie. En posant d'abord des principes sur une utilisation raisonnée des données. Et au fur et à mesure, parce que je vous parle de ça, c'était en 2016, et au fur et à mesure, bien, les sujets d'IA sont arrivés en masse. Et donc, du coup, à cette première charte d'utilisation de data qui a été posée, on a agrandi cette charte avec l'utilisation de l'IA et l'utilisation de l'IA éthique. Et là donc aussi, vous avez une charte aujourd'hui. On a une charte de l'IA autour plus de l'IA, de la data. de la data et de l'IA. Parce D'accord. qu'on ne peut pas faire d'IA sans data. Eh oui. Enfin, vraiment, c'est extrêmement lié. Mais c'est vrai que l'IA est venue en plus de cette charte data. Et avec les IA génératives, ça relance, je dirais, encore plus le sujet. Donc, du coup, c'est des sujets vraiment de préoccupation qui sont pris, dont l'entreprise s'est saisie assez rapidement. Et on a également un comité pour une IA de confiance qui regroupe des experts internes, externes, pour s'assurer en fait que dans les nouveaux usages qu'on a, dans les nouveaux modèles qu'on va développer, on respecte bien un certain nombre de critères. Et bon, alors vous avez l'air d'être tous bien au carré quand même sur ce que vous faites, ce qui est quand même rassurant, mais peut-être aussi normal, hein, évidemment, et important. Mais je voulais quand même qu'on parle des défis qui restaient à lever, parce que tout ça, c'est encore naissant finalement, hein, cette technologie et les cas d'usage, on les apprend, vous dites on avance par cas d'usage. Et alors, donc, il y a un rapport de McKinsey qui publié en 2023 qui nous dit que l'adoption de l'IA générative dans les banques en Europe devrait croître de 30% par an d'ici 2026, avec une augmentation prévue de 45% des cas d'usage dans les services en contact direct avec les clients. Donc on voit quel impact ça va prendre, en tout cas c'est parti pour, visiblement. Emmanuel, comment aujourd'hui vous voyez cette IA justement intégrée dans les différentes fonctions? Et ce qui vous semble aussi que, parce que ça on ne l'a pas abordé, mais parmi les défis je pense que c'en est un, que les collaborateurs sont acculturés? Alors, je crois que ça a été bien dit. Il y a nos clients bancaires et assurantiels, globalement, ils ont plutôt fait une liste de cas d'usage. Ils sont en train de commencer à les implémenter. Je dirais quand même, moi, que l'implémentation et la mise en œuvre est très progressive et encore partielle. Il y a encore beaucoup de challenges sur la mise en œuvre parce que je pense qu'il faut bien comprendre que l'IA générative va s'intégrer à l'intérieur d'un processus. Quand je donnais l'exemple du conseiller, par exemple, augmenté, le conseiller va devoir travailler avec un nouvel outil. Ouais. Le développeur travaille avec un nouvel outil. Et donc, il y a un enjeu très important d'adaptation du processus et de formation de l'ensemble des collaborateurs sur ces sujets. Donc, nous,
en tant que ESN, par exemple, on a formé l'ensemble de nos collaborateurs à l'IA générative. On a même développé des dispositifs d'acculturation. Un dispositif qui s'appelle Do You Speak GenAI et on déploie et on accompagne de très nombreux de nos clients dans l'utilisation et dans l'acculturation de ce sujet. Mais il me semble important d'avoir en tête qu'il y a une première étape qui est une étape, je dirais moi, d'acculturation, sur laquelle nos clients ont, de mon point de vue, assez bien avancé. Je pense qu'il faut être très clair sur le fait que ça n'est que la toute première étape. Ouais. Hein, on n'est que tout en haut, on n'est que à ce stade, je pense un peu au moment du début de la vague, et c'est une transformation profonde des processus et des modes de travail pour chacun des collaborateurs de l'entreprise et de la banque. Donc il y aura encore beaucoup d'enjeux de formation qui seront plus profondes que de l'acculturation. Et alors, ce qui génère quand même parfois certaines inquiétudes, est-ce qu'il vous semble, Clémence, qu'il y a des freins aujourd'hui, des freins peut-être humains, sur l'utilisation et le déploiement des IA? Alors, je pense qu'en effet, un des premiers freins pour le déploiement de ces IA, c'est en effet le facteur humain, culturel. Donc la nécessité d'acculturer l'ensemble du groupe, c'est essentiel. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça ne marchera pas. Ouais. Alors, je pense qu'avec les IA génératives, et en effet, merci ChatGPT d'il y a quelques temps, l'acculturation, j'ai envie de dire, de masse globale, elle s'est quand même faite énormément à ce moment-là, en se disant, mais en fait, l'IA, c'est ça. Alors, l'IA, c'est pas que l'IA générative, mais en tout cas, ça en fait partie. Et donc, du coup, il y a une espèce de conscience comme ça, on voit ce que peut faire l'IA. Et donc, du coup, l'acculturation, elle est vraiment au cœur aussi de notre ambition. Et pour acculturer tout le groupe, il y a à la fois ce volet d'acculturation de masse. Donc, le groupe La Poste a notamment développé une formation Objectif IA, alors qui est une formation qui est à destination de tous les Français. Donc, tout le monde peut la faire. Cette formation Objectif IA, c'est vraiment une acculturation à ce qu'est l'IA, comment on la définit, qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y a plus de 70 000 collaborateurs qui ont déjà participé, qui ont déjà fait cette formation. Donc ça, comme le dit Emmanuel, c'est vraiment la formation de base. Ensuite, il faut aussi acculturer le top management sur comment on va pouvoir se saisir de l'IA. Et puis au milieu, il y a quand même ceux qui sont dans le cœur du réacteur. Il y a en effet toutes les fonctions vraiment experts data, de data analyst, de data scientist, de data ingénieur, de chef de projet data, sur lequel là aussi on a mis en place des formations pour pouvoir bien expliquer le métier. Mais les freins sont vraiment à lever grâce à cette acculturation. Frein humain, mais je pense aussi, on l'a évoqué, la réglementation qui arrive en particulier sur l'IA. Comment vous attendez finalement l'application de ce texte? De ces textes. Ouais. Alors en fait, c'est cette nouvelle réglementation, la réglementation sur l'IA, qui est une première mondiale. C'est le règlement européen qui est une première mondiale qui a été adopté cet été. C'est à la fois un frein parce que du coup on ne va pas pouvoir déployer comme on veut toutes les IA génératives, les brancher directement à nos systèmes parce que d'un point de vue sécurité, d'un point de vue éthique, ça ne va pas fonctionner. Donc il y a ce frein-là, je dirais, technologique, mais en même temps, c'est un formidable atout parce que ça assure à l'ensemble des citoyens le fait que cette IA, elle va être responsable. Il va y avoir, chaque IA, en fait, entre dans une certaine catégorie de risques. Donc, il y a les IA qui sont minimes, où il n'y a aucun problème, qu'on utilise tous les jours. Par exemple, j'envoie un SMS, j'ai la complétion automatique. Ça, c'est une IA, pas de réglementation. Il y a des IA qui vont être interdites, parce que d'un point de vue éthique, ça ne marche pas. Donc, la notation sociale, par exemple, c'est interdit. Puis, les IA à haut risque, elles qui vont être extrêmement réglementées, encore plus réglementées parce qu'elles le sont quand même déjà beaucoup dans le secteur bancaire. Et c'est ce que j'allais dire, oui, le secteur bancaire est concerné. Et le secteur bancaire est concerné, mais ça va en fait ajouter quelques réglementations supplémentaires. Mais si je reprends mon exemple de l'algorithme qui permet d'aider dans la décision d'octroyer un crédit, c'est déjà extrêmement réglementé. On a déjà des obligations d'être transparent, de pouvoir expliquer aux clients pourquoi ça a été refusé. Mais du coup, ce règlement va vraiment, pour moi, garantir, renforcer et gagner la confiance des citoyens sur l'utilisation de leurs données. Finalement, ça peut accélérer justement l'acceptabilité de l'IA. Alors justement, puisque vous êtes en charge de l'accélération. Oui. Eh oui, mais alors, cette accélération, qu'est-ce qui la freine aujourd'hui? Quels sont les défis? Alors, les enjeux
on va dire, de formation, d'acculturation, les enjeux de réglementation. Et je nuancerai un peu sur la réglementation. On est des secteurs ultra réglementés, on a l'habitude des réglementations, une de plus, une de moins, on saura faire. Oui. C'est plutôt l'interprétation. Et cette réglementation, je la trouve particulièrement intéressante pour ça, c'est qu'elle est encore assez philosophique et pas forcément encore très concrète, mais volontairement. L'idée est de donner du temps aux régulateurs et aux déclinaisons nationales. D'ailleurs, il y a un acte d'engagement sur l'IA qui permet aux entreprises de faire des retours d'expérience, finalement. Et à la Commission européenne aussi de réfléchir à est-ce qu'il faut adapter le texte ou pas. Ouais. Donc, moi, je la trouve plutôt très intéressante, cette réglementation. Et on parlait de formation. J'ai l'impression que ce n'est pas encore trop su, mais une des obligations, c'est la formation de ce collaborateurs dans cette réglementation. Donc il y a les enjeux formation, il y a les enjeux réglementaires et il y a les enjeux technologiques sur les IA génératives, surtout, puisque moi, de ce que je vois, c'est que les business models des producteurs d'IA, aujourd'hui, sont en déséquilibre. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui investissent, mais qui ne sont pas rentables. C'est sûr. Donc, nous, investir sur des technologies elles-mêmes pas rentables, se pose des questions. Surtout qu'en plus, un acteur chasse l'autre. Mistral vient de sortir, là, hier, je crois, Ministral, leur dernier modèle. Donc, c'est très intéressant. Mais finalement, comment une entreprise qui aime investir, choisir des solutions, procédurer tout ça, comment elle fait quand tout change tous les jours? Donc ça aussi, c'est un défi. Et encore une fois, ça va être l'acculturation, mais de nos équipes techniques, cette fois, qui vont dire, ça, c'est plutôt la bonne tendance, ou ça, c'est moins la bonne tendance. Et donc, l'enjeu, j'ai envie de dire, économique, il est encore important à traiter. Et tu le disais tout à l'heure, il y a aussi le sujet de la bonne IA pour le bon usage. Est-ce que j'ai besoin d'une Formule 1 pour aller acheter le pain? Je ne pense pas. Mon vélo fait forcément l'affaire et mon vélo coûte moins cher qu'une Formule 1. Il faut accélérer, mais il ne faut pas s'emballer, en fait. Exactement. Et puis peut-être qu'il faut être accompagné. J'imagine que Emmanuel ne me contredira pas sur ce point. Comme il nous reste plus beaucoup de temps, je voulais qu'on termine quand même cette séquence par les key points. On va regarder ensemble tout ça, comment on peut résumer les points importants. Donc, banque et IA responsable, key point, ça veut dire qu'on termine avec un résumé express, des indispensables sur ce sujet. Je voulais vous interroger un peu tous, mais vu le temps qui nous reste, je pense que je vais vous donner la parole, Emmanuel, parce que je ne vous ai pas interrogé encore sur les défis. Mais si vous pouviez compiler tout ça et nous dire vraiment quels sont ces points indispensables à garder en tête sur ce sujet. Alors, moi, je dirais 3 choses. Je dirais l'IA, c'est une tendance de fond. En 2027, il y a là, un demi-milliard des humains qui utiliseront des outils qui sont basés sur l'IA générative. C'est un outil de compétitivité très important pour nos entreprises et aussi pour nos banques. Et là-dessus, moi, je considère que les entreprises françaises ne sont pas en avance. Elles sont plutôt à 30% à utiliser de l'IA, là où on peut viser plutôt des chiffres autour de 60% pour des entreprises américaines. Donc moi, le key point, et le message pour nos clients et l'accompagnement qu'on fait pour eux, c'est accélérer. Et accélérer avec plusieurs sujets. On pense que c'est un sujet de direction générale. Ce n'est pas un sujet à traiter en silo. Et je pense que c'est une des difficultés qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est un sujet de direction générale dans lequel on doit mettre ensemble les métiers et l'IT. On a parlé des enjeux sur la technologie. Ce sont des vrais enjeux. Donc voilà. Définir des zones principales d'investissement. Je pense que la phase des use cases, des POC, c'était très bien pour se faire des idées, mais tout ça, c'est vraiment terminé. Il faut être massif. Et il y a le sujet de la formation et de la transformation des métiers de demain qu'il ne faut pas oublier. Merci beaucoup Emmanuel Payan pour ce résumé. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Inetum Consulting. On va remercier aussi nos autres experts. Clémence Panet, directrice data au sein de la direction épargne et assurance de la Banque Postale. Et puis Pierre Jarijon, responsable de l'accélération IA chez BPI France. À très bientôt. Excellente journée à tous.